Donc bonjour, moi je m'appelle Laetitia Laquey, je travaille à Philocité, que Alexis vous a présenté tout à l'heure, qui est une association sans but lucratif belge et qui est donc maintenant, on va dire Philogène Belgique, en tout cas qui rentre cette année dans ce projet. Je vais respécifier un petit peu ce qu'il a proposé tout à l'heure, où on a parlé des fiches qu'on avait proposées pour le primaire et de la façon dont on les avait envisagées, en les proposant vraiment comme déjà dans un ordre particulier. Donc il y a ces fiches, il y a en tout cas 4 fiches qui doivent être, qui sont proposées, on propose qu'elles soient faites dans un ordre précis, parce qu'elles vont en fait questionner et mettre en avant les conditions nécessaires pour pouvoir réfléchir et pouvoir faire une discussion philosophique par la suite. Donc la toute première fiche qu'on propose, elle est d'abord sur en fait l'identité. Qu'est-ce que c'est que se présenter? Donc on va partir de là. Et dans toutes nos fiches, on intègre aussi une dimension qui, à Philocité, est assez présente, c'est-à-dire qu'on articule la philosophie et l'artistique. Et alors l'artistique a une place dans les réflexions, mais pas comme quelque chose qui viendrait détendre ou un moment où il faut absolument qu'on bouge, mais vraiment comme une façon, un outil pour penser autrement. Ce qui veut dire qu'on ne met pas du tout l'oralité à un niveau supérieur par rapport à la créativité et au geste, mais plutôt qu'on estime qu'elles se nourrissent l'une de l'autre et on fait des allers-retours entre les deux, ce qui permet aussi de faire des allers-retours entre des moments collectifs, des moments individuels, et de pouvoir comme ça jouer avec des dimensions différentes, des réflexions différentes. Donc cette dimension artistique, on essaye en général elle s'y retrouve, on n'essaye même pas, mais à force, on se rend compte qu'on va très souvent la placer dans ce qu'on propose comme animation ou comme dispositif de discussion. Alors donc je reviens à ces fiches. Donc la première sur l'identité, on va aussi la travailler vraiment de façon artistique. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on peut proposer, c'est de dresser un portrait. Alors soit on demande de dresser son propre portrait, et alors on a aussi toute une liste de consignes où on explique vraiment, on doit faire un cercle, comment on doit le diviser, en reprenant vraiment les bases d'un portrait classique comme on apprend quand on fait un dessin. Et alors, on part de cette base-là et on demande après qu'ils puissent inclure dans ce modèle qui est commun à tout le monde ce qui va faire leur spécificité, leur identité, etc. C'est une des propositions. Une autre proposition, c'est de mettre les personnes en cercle, toujours face à une autre personne, une feuille devant soi, un outil, la feuille et l'outil restent en place, on observe la personne qui est face à nous, et on a 17 secondes pour commencer le portrait. Après 17 secondes, on dit stop, on dépose l'outil et tout le monde change de place. Ce qui veut dire que le dessinateur change et la personne qui est observée, le modèle, change aussi. Et on fait ça, toutes les 17 secondes, on change, jusqu'au moment où on se retrouve face à la même personne qu'au départ. Alors ces techniques-là, qu'est-ce qu'elles ont aussi, qui pour nous est très intéressante, c'est que de la même façon qu'on essaye de rendre à la philosophie, qu'on essaie que cette philosophie ne soit plus quelque chose qui est destiné à une élite et que ce ne soit plus quelque chose qui stresse ou qui fasse peur, on fait la même chose avec la discipline artistique, parce que cette discipline artistique est aussi chargée d'une espèce de stress ou de dire moi je ne sais pas dessiner, je ne suis pas artiste, c'est réservé à une élite, aux personnes qui savent dessiner de départ ou qui ont comme ça ce don ou qui ont fait des écoles artistiques, et ce n'est certainement pas mon cas. En proposant des dispositifs où on a 17 secondes pour faire un portrait, en tout cas l'entamer, et qu'en plus le modèle change, on se remet tous à un point d'égalité face à une pratique, et donc on peut, sans stress et sans aucun a priori, faire cette activité. Alors une fois qu'on a fait cette activité-là, on affiche les portraits, qui au final sont tous différents alors qu'ils sont tous composés des mêmes personnes. Ce qui veut dire qu'on a aussi bien, on a des longs cheveux, des boucles d'oreilles, des lunettes, si on fait avec des adultes, des barbes et des moustaches. Donc on va dire que tout le monde... Et on demande après qu'ils réinterviennent sur ces portraits pour en faire des autoportraits. Ce qui veut dire qu'ils vont faire des autoportraits sur base d'un portrait collectif. À partir de là, on demande, par exemple, voilà, qu'est-ce qui vous a étonné dans ce que vous avez fait, quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont les questions que ça peut poser sur le portrait, sur l'identité, etc. Ce qui veut dire qu'on part d'une expérience collective, une expérience commune, pour en tirer un questionnement qui va servir par la suite à faire une discussion et à penser toute cette dimension de l'identité, de la différence, de soi, de l'autre, du regard de l'autre, de ce que j'accepte du regard de l'autre, est-ce que j'accepte de regarder l'autre. Ouais, voilà, il y a toutes ces dimensions-là qui peuvent être dépliées.
Alors dans la fiche qu'on propose pour le primaire, on ne va pas jusque-là, on pose des questions petit à petit, on amène parfois les questions, ils peuvent aussi parler d'étonnement, mais en tout cas voilà, c'est un principe qui se développe dans pas mal de nos activités, de partir d'une expérience commune et pratique et d'un geste qu'on interroge aussi. Les 3 fiches suivantes sont des fiches qui vont vraiment questionner les conditions. Alors la première, ça va être sur le climat d'écoute et de coopération. Alors pour cette fiche-là, on ne va pas faire une activité plastique, mais par contre, on va faire une activité qui vient de l'échauffement, de l'improvisation et du théâtre. Et alors cette activité-là, elle s'appelle le guide et l'aveugle. Donc on va demander aux enfants, donc là on bouge les classes, on est quand même en général, on propose réellement, et c'est ce que Bouchra disait, de travailler vraiment les conditions spatiales, de se dire, ben voilà, la classe, ce n'est pas obligatoirement des bancs, on voit la nuque des autres, etc. On peut complètement la transformer, bouger et en faire un espace où on va pouvoir réellement exprimer, réfléchir, etc. Et que si ces conditions-là ne sont pas présentes, on va juste s'empresser de faire un simulacre de quelque chose et ça ne va pas fonctionner tout simplement parce qu'il faut être dans des conditions de sécurité, dans des conditions où on a de l'espace et où les choses peuvent se passer réellement. Et donc dans ces fiches, on va travailler, ils vont se mettre par duo. Un des enfants ferme les yeux, un autre le guide. Il y a beaucoup d'enfants dans une petite pièce en général et le but c'est de réussir à guider l'autre par impulsion de la main ou par des mots très fin, donc on ne dit pas grand-chose, un mot ou deux, pas plus, pas de phrase, et d'essayer de les guider pour qu'ils ne se cognent pas, qu'ils ne poussent pas les autres, qu'ils ne touchent pas les autres, qu'ils ne se fassent pas mal. Donc voilà, il faut absolument réussir à trouver un système pour que tout le monde soit dans un espace de sécurité, et la responsabilité n'est pas de celui qui va se déplacer, mais de celui qui va le guider. À partir du moment où on fait cette expérience-là, les duos s'échangent au bout d'un moment, et on fait toujours un moment où on demande comment est-ce que ça s'est passé. En général, on l'enregistre, donc on fait passer un micro pour avoir ses retours, pour qu'il puisse être réécouté par la suite et que ce ne soit pas juste quelque chose qui s'est passé sur le moment. On intervertit, celui qui est guidé devient le guide, et on refait l'expérience. Par la suite, on amène alors nous toute une série de questions par rapport à ce qu'eux ont évoqué comme ressenti, en disant il y en a qui avaient envie vraiment de nous bousculer ou d'aller trop vite, où je ne me suis pas sentie en sécurité, où je n'avais pas confiance, je n'arrive pas à avoir confiance en lui. Maintenant, si c'était ma copine qui m'avait guidée, j'aurais eu plus confiance. Et là, par ces réflexions-là, eh ben, on peut amorcer tout ce qu'il y a comme question. Donc, qu'est-ce que la confiance? Qu'est-ce que le fait de... Est-ce qu'on peut avoir confiance en tout le monde? Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce que... Enfin voilà. Et toutes ces questions-là se développent parce qu'on a vécu une expérience et on se base sur cette expérience, en tout cas pour lancer la discussion. Par la suite, on peut faire de multiples discussions qui vont faire intervenir des textes, la littérature jeunesse ou un plan de discussion. Mais en tout cas, le point d'impulsion, il a été quelque chose qu'on a vécu ensemble et on s'est rendu compte des limites de ce que ça produisait et de ce que ça pouvait engendrer. On voit à ce moment-là, à partir d'une situation réelle et commune, comment on peut en faire une discussion collective. Donc cet aspect collectif, il est là-dedans. Et puis après, on a encore des fiches qui sont... On a une fiche qui est réfléchir et penser, ou la même chose, on travaille aussi avec de l'artistique, on leur demande d'imaginer, de voir ce qu'ils ont dans leur tête. On leur demande aussi toutes des questions du style, est-ce que penser ou réfléchir, est-ce que ça se voit ou pas? Est-ce que quelqu'un d'autre voit qu'on réfléchit? Est-ce que quelqu'un d'autre sait ce qu'on pense? Et là, on commence aussi à arriver à comment est-ce qu'on pourrait savoir si on pense? Est-ce que moi, je sais même quand je pense? Est-ce que je sais quand je réfléchis? Ou est-ce que si je mets dans telle position, l'autre va croire que je pense? Enfin voilà, on travaille tout ça. Et on leur demande alors aussi de dessiner et de faire des têtes, ce qu'on appelle des têtes avec des portes. Ce qui veut dire qu'ils choisissent de mettre, s'ils se disent que ce qu'ils pensent, ça se voit, ils le mettent à l'extérieur de leur tête. S'ils se disent que ce qu'ils pensent est quelque chose qui ne se voit pas, ils vont le mettre à l'intérieur et on va le cacher par une porte. À partir du moment où ils ont fait ces travaux-là, c'est ça on refait alors un cercle de discussion, que ce soit une CRP, une DVDP. Nous, on mélange, on fait ce qu'on appelle des discussions hybrides. On prend ce qu'on a envie dans chaque méthode. Et donc voilà, on ne se dit pas on va faire une DVDP. Si on fait une DVDP, il faudra le bureau, etc. On prend le principe de la CRP, mais on va aussi peut-être mettre un président, parce qu'on dit que dans cet espace-là, il va falloir réguler la parole, ça ne se fera pas.
On va au bout d'un moment faire passer un micro qui va plutôt faire penser à Axas Levin. On peut aussi de temps en temps faire un peu de maïeutique en disant mais non, est-ce que tu réponds à ma question? Enfin, voilà, on peut insister et travailler. Donc voilà, on fait un peu un mix comme ça de tout ce qu'on trouve d'intéressant et qui travaille les objectifs qu'on poursuit. Et donc, les dessins qu'ils ont faits vont servir, en tout cas, de base à la réflexion. Moi, j'ai choisi de mettre toutes ces pensées à l'intérieur parce que... Et alors, voilà, on va commencer, et ils ne vont pas être main nue face à un cercle, mais ils vont aussi avoir quelque chose qui est devant eux, qui tiennent, et qui vont pouvoir les aider à entrer dans la discussion sans se sentir seuls ou nus par rapport à quelque chose, parce qu'ils ont un objet qu'ils ont créé. Cette pensée individuelle et cette pensée aussi qui est faite par le dessin va aussi, tu parlais justement du fait de la difficulté parfois de parler. On a aussi beaucoup travaillé dans des écoles où effectivement il y avait des migrants qui sont arrivés cette année, donc quand on a fait les ateliers, ils ne parlaient pas français ou très très peu. De proposer des activités où on les inclut dans la réflexion avec un moyen de proposer leur réflexion, même s'ils n'ont pas le vocabulaire, mais parce qu'ils peuvent le faire par un acte graphique et qui vont du coup être complètement intégrés dans l'espace, voilà, c'est quelque chose de très important de pouvoir se dire, mais il n'y a pas que la parole. Penser, ce n'est pas seulement la parole, et c'est aussi faire comprendre aux autres que même si ils ne savent pas être dans l'oralité, ils ont une place dans ce groupe de réflexion, dans cette coopération et dans cette discussion collective. Et donc non seulement pour eux, ils entrent dans cet espace, et pour les autres, on se rend compte aussi qu'il ne suffit pas de parler pour faire croire qu'on pense, qu'il y a une place pour la pensée silencieuse, et que aussi, voilà, on peut tout à fait être dans une réflexion collective et complexe, même si on n'a pas l'oralité. Donc voilà, j'étais assez longue là-dessus. Et la dernière fiche, c'est sur aussi, là on travaille alors, qu'est-ce que c'est que réfléchir collectivement? On essaye de voir en quoi il est différent de réfléchir collectivement ou seul, et ce que ça peut entraîner. Voilà, je vais pas, du coup, il y avait encore une expérimentation réellement sur croire et savoir dont je voulais parler. Je vais juste vous dresser aussi un petit peu comment on a procédé par rapport à ça, et vous dire qu'on travaille souvent là-dessus. Donc pour travailler le croire et le savoir, on est parti d'observations d'œuvres d'art, de deux techniques différentes. Une où on demande qu'ils interprètent ce qu'ils ont devant eux, et donc, et là c'était des films d'animation, etc. Et alors on en est arrivé au fur et à mesure des questions à une question qui a été proposée par les élèves qui était « Croit-on ce que l'on voit ou voit-on ce que l'on croit ?» Et c'est ce qui a été le point de départ d'une discussion sur, voilà, sur ce côté de croire, de voir, de savoir qui peut dire, etc. Donc on part souvent effectivement soit d'une action, soit d'une œuvre d'art, et pour nous c'est quelque chose de très important. Et puis une autre façon d'observer une œuvre d'art, où là on met vraiment en avant la façon dont on fonctionne, où on oblige par un dispositif assez strict à observer ce qu'on a face à nous. Et Edwige l'a testé à Rhodes, où on empêche l'interprétation le plus loin possible, et Christian aussi. Et donc, en fait, on doit faire une observation factuelle de ce qu'il y a, et on doit repousser le plus loin possible l'interprétation, se dire que tout ce qu'on a comme savoir, on ne peut pas l'intégrer dans ce qu'on voit. Ce qui veut dire que tout ce qu'on met comme perspective, en disant ben oui, il y a la perspective, un avant-plan, un arrière-plan, non, tu es face à un tableau qui est là devant toi, tu ne vois pas si c'est une perspective, on peut simplement décrire ce que l'on voit. Et de se rendre compte de cette difficulté à faire abstraction de ce que l'on sait, une fois qu'on a fait cette expérience-là, on questionne alors effectivement ce que c'est le savoir, à quoi il sert, est-ce que c'est quelque chose qui va aider, quelles sont les limites, les embûches et les points positifs d'avoir ce savoir, quand est-ce qu'on peut le convoquer pour qu'il soit intéressant, quand est-ce qu'on doit le mettre à distance, et c'est donc à chaque fois par expérimentation d'un fait qu'on va travailler toutes ces notions. Voilà, je vois que mon temps est imparti, donc je vais en rester.